Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog spécial. C'est le premier que je fais dans ce genre sur ma chaîne. On est le 27 mai. Je sais vraiment pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo parce que je m'embarque dans quelque chose d'un long projet. Peut-être qu'il sera pas si long, dépendant de mon enthousiasme et de la disponibilité des livres à lire. Donc, comme vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de lire la série des Bridgerton, la chronique des Bridgerton en fait. J'ai entre mes mains le premier tome, Daphné. En fait, pourquoi j'ai choisi de lire les Bridgerton, c'est parce que j'ai écouté la série sur Netflix, ce que je n'avais pas fait depuis 2 ans. Tu sais, tout le monde écoutait, tout le monde a vu la série quand c'est sorti, tout le monde la recommandait. L'an dernier, on dirait que tous les booktubers du Québec ont lu Bridgerton, ou à peu près. En tout cas, ça a été très populaire comme saga. Mais moi, tu sais, je savais que c'était des romans historiques, je savais que c'était de la romance, fait que c'est deux choses qui ne sont pas vraiment des coups de cœur pour moi, c'est pas des préférences. J'en lis une fois de temps en temps, mais c'est pas. Ça me sort vraiment de ma zone de confort. Mais comme j'ai aimé la série de Netflix, je me suis dit, ben je vais tenter ma chance avec les livres, surtout que ça a l'air à se lire extrêmement rapidement. C'est écrit vraiment en gros caractères. Donc, voilà. On va voir où cette aventure va nous mener. Peut-être que ce vlog ne verra jamais le jour si, après le tome 1, je décide de ne pas poursuivre la saga. Ça se pourrait. Mais j'ai quand même j'ai une forte curiosité pour la suite, surtout que là, il y a seulement 2 saisons sur Netflix et il y a comme 9 tomes à la série, donc il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore dans la série et que là, j'ai le goût de découvrir. Fait que, voilà, je vais commencer ça. Là, on est le 27 mai, comme j'ai dit, fait que je me donne comme 4 jours jusqu'à la fin du mois de mai pour lire Daphné. Puis, on verra... j'aimerais ça lire Anthony, qui est le 2e tome, au mois de juin, c'est mon plan. On est rendu le 1er juin. Hier soir, j'ai terminé Bridgerton, le tome 1, Daphné. Et j'ai adoré. Honnêtement, c'était vraiment très similaire à la série, sauf que j'ai trouvé que les personnages dans la série étaient un peu mieux développés, surtout les personnages secondaires. C'est clair qu'une série, le format permet vraiment mieux de développer des personnages qu'un livre, là, des personnages secondaires, surtout quand c'est une série de livres. On s'entend que le premier roman, c'est pas là qu'on va développer le plus les personnages secondaires. Ça, je comprends totalement. Mais j'ai un peu mieux compris dans le livre l'espèce d'animosité, la relation entre Anthony et le duc Simon Hastings. Donc, j'ai quand même aimé de lire le livre là, versus juste écouter la série, ce que je pensais faire au départ. Donc, j'ai déjà réservé le tome 2, Anthony. Quand il va être disponible à la bibliothèque, je vais le lire. Ça se lit tellement bien. Vraiment, c'est comme un 4 sur 5 pour moi parce que, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit affaire de plus quand même au roman versus la série que j'ai pas retrouvé. Puis, tu sais, comparé à d'autres romans que j'aime dans la vie, ça reste pas... c'est pas un coup de cœur, tu sais, mais c'était une très bonne lecture quand même. Donc, 4 sur 5. C'est Anne-Claude du futur qui fait du montage et qui se rend compte que je n'ai jamais résumé Daphné. Donc, juste pour le petit topo, si jamais vous ne savez pas c'est quoi l'histoire de ce tome, puis que ça vous intéresse. Daphné, c'est la quatrième d'une famille de 8. C'est la plus vieille fille, par contre, et ça fait déjà, si je ne me trompe pas, 2 à 3 saisons qu'elle est sur le marché à essayer de se trouver un mari. Elle a déjà eu quelques propositions en mariage, mais aucun candidat qui l'intéressait vraiment. Puis elle a ce privilège-là ou cette liberté-là que sa famille lui donne de pouvoir faire un mariage d'amour et elle n'a pas besoin d'essayer de trouver quelqu'un qui a de l'argent ou peu importe. Comme sa mère est à l'aise avec peu importe le choix qu'elle va faire, en autant qu'il y ait de l'amour puis que ça soit quand même un choix respectable. Je pense pas qu'elle permettrait que ça soit vraiment comme quelqu'un d'une classe en dessous. Mais bon, il y a ce garçon, Simon, qui va arriver, qui lui a un passé assez trouble. Quand il était enfant, il était bègle. Et ça fait que son père l'a toujours traité comme un idiot. Il a toujours pensé que son fils était un peu un bon à rien. Et voilà, ils vont faire un pari ensemble. Ils vont se faire comme une entente que Daphné, dans le fond, elle est tannée
de la pression qu'elle a. Fait qu'elle va dire, tu vas me courtiser toute la saison, comme ça, ils vont se concentrer sur toi, puis j'aurai pas besoin de faire affaire avec les autres. Puis peut-être que ça va créer de la jalousie puis de l'engouement, puis il y a des gens plus intéressants qui vont m'approcher. Et pour Simon, eh ben c'est intéressant parce que il a pas vraiment envie de se trouver une femme. Donc s'il y a quelqu'un avec qui il peut comme passer ces soirées-là, ben il se fait moins niaiser. C'est moins lourd pour lui. Fait qu'il y a comme une entente, mais évidemment, l'entente va mener à autre chose. On est rendu le 25 juin et je voulais commencer ce soir le deuxième tome, la chronique des Bridgerton, donc Anthony. Et là, je m'étais installée dehors confortablement. Et ben là, il est comme 9h du soir. Et qu'est-ce qui se passe à 9h du soir en juin? Les Christie de Moustico. Fait que j'ai même pas lu la première page, je pense, au complet, puis j'étais déjà de retour. Il y avait comme 10 maringouins autour de moi. C'est ça. C'était pas tant agréable comme expérience, fait que je vais lire de l'intérieur. Et là, oh, mon Dieu, il faudrait que je vous montre mon achat que j'ai fait en usagé. Mais j'ai trouvé les tomes 3 à 9 usagés, mais en excellent état. J'ai payé ça 42 $, je pense, pour les 7 tomes. Ouais, c'est ça, c'était 6 $ chaque tome. Fait que je capotais. Je les ai vus, puis j'étais comme, ben j'aurais pas le stress de comme l'emprunter à la bibliothèque. Puis si, quand j'aurai terminé, si ça m'a pas tant plu comme série, je les revendrai. Parce que surtout qu'à 42 $, j'ai regardé un peu sur Marketplace, puis comme personne demande ce prix-là. Là. Tout le monde demande plus que ça, surtout s'ils sont en bon état. Mais si je l'aime, je vais chercher le tome 1 et 2 Daphné Anthony, qui n'y avait pas dans la collection que j'ai achetée dans la série. Fait que bref, je continue avec Anthony. J'ai regardé la saison, évidemment, sur Netflix. C'est pour ça que j'ai envie de lire les livres. Et j'espère que je vais aimer ce tome-là parce que c'est un Enemies to Lovers. Donc, moi qui m'y connaîtrais peu en romance, on se rappelle. Je savais pas trop si c'est un trope que j'aime. Dans l'émission, ça m'a gossé un peu parce que je trouvais que c'était comme code de bullshit, là, puis faites juste genre... Arrêtez ça, s'il vous plaît, là, c'est intenable. mais peut-être que c'est ça qui fait qu'on a tombé hâte que les protagonistes soient ensemble. Je sais pas. J'ai hâte de voir comme c'est quoi l'histoire, mais si je me fie au tome 1, c'était assez bien respecté. C'était une bonne adaptation quand même là, sur Netflix, fait que j'ai hâte de voir. Je vous en reparle soit pendant ou après ma lecture. Je suis rendue à la moitié de Anthony, des Chroniques de Bridgerton, le tome 2, et puis il y a un enfant qui me... Je sais pas si j'aime ou j'aime pas, mais à cause que j'ai écouté la série avant de lire les livres, ben je sais c'est qui, Lady Whistledown, puis là, quand le personnage arrive dans une fête, dans un bal, ou peu importe, je suis toujours comme « Ah, c'est pour ça qu'elle est là », mais on dirait que ça me gosse que les personnages, ils voient pas, genre, que c'est bizarre qu'elle soit là. Puis en tout cas, on dirait que je sais pas si je suis contente d'avoir l'information, savoir c'est qui, Lady Whistledown, versus ne pas savoir. J'ai fini... Oh, excusez le momsicle. J'ai fini Anthony tantôt. Et je dois dire que c'est pas mon personnage préféré, là. Même dans le premier tome, Daphné, j'avais pas vraiment aimé le suivre parce que je trouve qu'il... Quand il s'emporte, là, il est vite dans la violence. Puis tu sais, c'est genre... Oh, je t'étriperais, ou je sais pas trop. Si j'avais eu un fusil, je t'aurais tiré à cet instant. Puis je suis comme... Pas nécessaire. Fait que, bref. Ça, c'est un côté d'Anthony que j'aime pas. Donc, lire un roman avec ce personnage-là comme personnage principal... C'est pas totalement ma tasse de thé, mais j'ai bien aimé quand même. C'est comme un 3.5 pour moi. Je suis en train de me dire que les Bridgerton, c'est à la romance historique, un peu comme le Starbucks est au café. Genre, c'est sûr que si tu prends un petit café de la brûlerie de ta ville, toute mini, toute faite avec soin, avec des grains importés, choisis, puis ils ont pris genre le temps de faire mousser ton lait, puis ils ont écrit ton nom sur le truc, puis tu
tu sais, une petite compagnie locale, tu vas vraiment l'apprécier, puis tu vas comme... Ton expérience, ça va être 100 fois mieux. Mais si tu vas chez Starbucks, tu vas être content pareil, parce que il y a une très longue liste de produits. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu vas payer plus cher, trop cher pour ce que c'est, mais si tu y vas un peu pour la marque. Ben, moi, j'ai l'impression que Bridgerton, c'est un peu comme un Starbucks, tu sais. Tu sais à quoi t'attendre, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de types de romances, à ce que je comprends à travers les tomes. Fait que, tu sais, oui, tu peux choisir une romance plus nichée, qui serait un peu comme le café de ton quartier, ou tu peux choisir le Starbucks, puis les deux sont bons, puis les deux, c'est pour des moments différents et des personnes différentes, mais c'est quand même appréciable, je pense, tu sais, comme série de romance historique, c'est juste peut-être pas le truc le plus raffiné. Voilà. Fait que on va se retrouver probablement le mois prochain avec le prochain tome qui est Bénédicte. Hier soir, j'ai commencé Bénédicte. Et puis, je savais pas, mais ça semble être une réécriture de Cendrillon. J'imagine qu'il y a une couple de personnes qui écoutent le vlog juste parce que vous avez lu Bridgerton puis vous voulez voir comme si on a partagé la même expérience puis vous le savez. Mais moi, je savais vraiment pas. Genre, j'ai jamais entendu personne, aucune critique dire que le tome de Bénédicte, c'était une réécriture de Cendrillon. J'ai lu 50 pages hier avant d'aller me coucher, mais il était quand même tard là, quand j'ai commencé à lire. Il était comme rendu 10h. En tout cas, moi, normalement, je me couche autour de 10h15. Fait que j'ai lu 50 pages, ça fait que je me suis couchée un petit peu plus tard que prévu. Mais bon, c'est correct. Mon but, ce serait de lire 100 pages et peut-être 150. Mais c'est ambitieux. C'est ambitieux. 26 juillet, ça doit faire une bonne heure que je lis Bénédicte. Et là, je viens de lire la scène de leur premier baiser. Elle m'a fait comme deuxième, là, parce qu'il y en a un premier qui a comme lieu au bal, puis il la reconnaît pas parce qu'elle est masquée, comme dans Cendrillon. Oh my god! C'est tellement doux comme scène, genre, c'est sérieusement, comme... je pense que c'est la première romance que je suis comme... oh my god! J'aimerais ça que ça m'arrive, mais ça m'arrive, là. Mais comme... c'est le premier tome des 3 que, genre, ça me fait rêver. Je trouve ça vraiment mignon. Fait que je pensais vraiment pas, je m'attendais à rien, en fait, de Bénédicte. Mais à date, je pense que c'est mon préféré des 3 tomes. Parce que, éventuellement, dans le vlog, je vais les classer, les 9 tomes. De mon préféré à mon moins préféré. Et, ou à celui que j'ai pas aimé si ça arrive qu'il y en a un que j'aime moins. Mais pour l'instant, Bénédicte est assez haut dans le classement. Et je n'aurais jamais pensé que j'aimerais ça parce que le personnage dans la série me parlait pas tant. Puis dans ce qu'on voyait dans les livres aussi, je le trouvais assez fade. Mais là, je trouve qu'il est plus... il y a un côté doux qui me rejoint. Il est comme plus gentil, bienveillant que son frère Anthony. Ça, c'est quand même facile d'être plus gentil et bienveillant, mais je l'aime, je pense. J'aime vraiment ce tome. On se retrouve le lundi, le 1er août. Hier soir, j'ai fini Bénédicte. Je dois dire que c'est mon tome préféré jusqu'à maintenant. Là, j'ai vraiment hâte de commencer Colin. Je pensais l'enchaîner. Puis après ça, je me suis dit que j'allais me donner un petit break. Surtout que là, j'ai décidé de faire un genre de blitz, là, un sprint, de lire le plus de lectures de ma pile à lire en le moins de temps possible. Genre 10 livres en 10 jours. C'est ça. Il y en a 3 là-dedans qui viennent de la bibliothèque, mais c'est toutes des séries que je veux continuer ou terminer. Fait que ça avance. Donc, je prends un petit break de 10 jours. Après ça, je vais lire Colin tout de suite. Puis j'ai l'intention, dans le mois d'août, de lire Colin et Héloïse. Je sais pas si je vais y réussir, mais c'est mon intention. Bénédicte, c'est pas tout à fait un retelling de Cendrillon. C'est aussi un amour entre 2 classes sociales différentes, comme une espèce d'amour impossible parce que c'est pas des gens qui viennent du même milieu. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve que dans ce tome-là, on a vraiment pu mieux connaître les Bridgerton, genre les plus jeunes. À part Grégory. Là, Grégory, ça fait 3 tomes que je lis, puis je l'ai jamais vu vraiment, à part qu'il a été mentionné à quelques endroits, tu sais, quelques fois, mais je sais pas c'est quoi sa personnalité. Et pour moi, Francesca et Hyacinthe sont pas mal pareils pour l'instant. Là. Je vois pas beaucoup de distinction, mais je trouve que Violet, la mère, est vraiment... je l'ai
mieux comprise. À chaque tome, on la comprend de mieux en mieux, on la découvre de plus en plus aussi, mais je m'attache à ce personnage-là, et c'est surtout grâce au tome de Bénédicte. Puis je crois que Bénédicte, c'est ça que j'avais dit, je pense, la dernière fois que j'ai parlé, c'était vraiment un personnage que je pensais ne pas aimer parce que je l'avais trouvé douchebag, mais au final, vraiment pas, genre... Ben, OK, un petit peu quand même, là. Mais je le trouve quand même plus doux, plus romantique, moins, je sais pas comment dire, là, colérique que Anthony, genre... Anthony, j'aimais vraiment pas son côté comme... je sais pas comment dire, là, mais comme il est bouillant, là, tu sais, il éclatait pour plein de choses, puis il faisait des menaces de genre « Je vais t'étrangler » pour absolument des niaiseries. Fait que, surtout que, tu sais, c'était pas juste avec ses frères qui faisaient ces menaces-là, c'était aussi avec Kate. Fait que, genre, comme, je trouvais ça bizarre. Mais Bénédicte, c'est pas le cas, et j'ai vraiment apprécié ce livre-là. Et là, avant que le bruit de toute ma maison vienne se manifester dans la vidéo, je vais arrêter ça là et vous reparler quand je serai rendue à lire Colin. Lundi 15 août, m'excuse, c'est bruit de caserne d'ambulanciers. Je commence. Colin, cet après-midi. Là, je m'excuse, là, je reviens d'une marche, il fait quand même chaud. Ça avait pas l'air, mais il fait chaud. Je vais profiter de la sieste pour commencer Colin. J'aimerais ça le lire cette semaine. J'ai mon but parce que j'aimerais lire un autre livre entre Colin et Héloïse. Et on est le 15 août. Fait qu'il me reste 16 jours pour lire Colin, Héloïse et ce troisième livre-là. Fait que je crois que c'est possible. Puis j'ai un essai aussi là, que je veux terminer, mais il me reste 100 pages. Fait que ça devrait être possible, je crois. Je suis rendue à 30% dans ma lecture des Chroniques de Bridgerton, le tome 4, Colin. Et pour l'instant, ça me plaît, mais je suis pas non plus enthousiaste à 100% parce que c'est très lent. Dans le fond, dans cette histoire-là, c'est un Friends to Lovers. On retrouve Colin qui vient de revenir d'un voyage en Chypre, en Grèce. Il revient d'un voyage de Grèce, là, en Grèce. Voyons, j'ai de la misère à dire. Il revient de voyage en Grèce. Et il retrouve sa famille et aussi Pénélope, qui est la meilleure amie de sa sœur Héloïse. Ce qu'on comprend, c'est que ça fait 10 ans que Pénélope, elle est sur le marché. Et même chose pour Colin, même ça fait un petit peu plus longtemps, là, peut-être comme 13-14 ans. Puis, Pénélope, là, c'est vraiment rendue comme une vieille fille, là. Elle peut pas... Elle a très peu d'espoir de se marier. Elle a comme un peu... elle est résignée. Puis, c'est ça. Là, à 30% dans le livre, Colin vient de se rendre compte que Pénélope n'est pas que l'amie à sa sœur, mais aussi un peu son amie. Comme ils valorisent un peu plus leur amitié que ce qu'ils croyaient. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec la suite. Puis aussi, il y a tout le mystère autour de Lady Whistledown, qui là, si vous avez écouté la série Netflix, on le sait à la fin de la première saison qui c'est. Mais j'aurais aimé ça ne pas le savoir parce que j'aurais pu embarquer dans l'espèce de recherche, là, parce que Lady Danbury a lancé comme lancé dans les airs que si quelqu'un trouvait qui était Lady Whistledown avant la fin de la saison, elle était pour donner 1000 livres. Donc, ça semble être un montant assez intéressant pour les gens parce que tout le monde en parle, tout le monde essaie de trouver qui est Lady Whistledown. Donc, c'est comme une espèce de mystère qui se tisse à travers toute l'histoire. Mais bon, nous autres, on le sait déjà quand on a commencé par la série. Fait que ça serait mon conseil si jamais vous avez pas vu la série Netflix puis vous écoutez quand même mon vlog. Si vous avez pas lu, tu sais, vous connaissez pas toutes les Bridgerton, je vous dirais de lire. Lire jusqu'au tome 4 avant de regarder la série. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir profiter de ce mystère. Ah, puis une autre affaire aussi que je trouve plate, c'est que dans le tome de Colin, ça dit
À un moment donné, ça dit ah, la mère des Bridgerton est super contente parce qu'elle a réussi à caser 4 de ses enfants. Puis là, je suis comme, ah, mais c'est le tome 4. Il me semble qu'il y en a juste 3. Ça dit que Francesca, elle s'est fait un... Elle a épousé quelqu'un, mais il est décédé. Puis je suis comme, pourquoi? Pourquoi on apprend ça dans le tome de Colin? Pourquoi qu'il n'y a pas Francesca avant Colin, d'abord? En tout cas, je trouve ça un peu... Ça m'a comme choqué là, que ça soit juste une petite phrase là-dessus. J'espère que dans le tome de Francesca, on va pouvoir en savoir un peu plus sur ça. Parce que là, j'étais juste comme un peu... what? D'où ça sort? J'ai fini Bridgerton, le tome 4, Colin, cet après-midi. Et j'ai bien aimé. Une affaire que je trouve drôle un peu là, dans les Bridgerton, c'est qu'il y a toujours une scène de sexe. Ben, il y en a parfois plus qu'une, mais... Dans ce cas-là, il y en avait juste une, puis je trouve ça tellement pas intéressant de... Quand il nomme jamais les parties génitales, là, elle dit genre, il appuya sa virilité contre Pénélope. Ou il parle du bourgeon de joie, genre, pour dire clitoris, comme... On peut dire les vrais mots, là, genre, c'est pas un livre qui a été écrit dans ces années-là, là. C'est un livre qui a été écrit des années 2000, comme on peut-tu... utiliser les vrais mots, c'est correct. On va s'en remettre. Au pire, après ça, trouver des synonymes, c'est correct. Mais tu sais, si le vrai mot est jamais nommé, c'est un petit peu gossant. Mais je dois dire que je sais pas comment Netflix va adapter ce tome-là parce que le mystère autour de Lady Whistledown, c'est vraiment central, là, puis c'est même essentiel à leur histoire d'amour. Fait que je suis comme un peu... Je comprends pas trop pourquoi c'est Héloïse dans la série qui a trouvé l'identité de Lady Whistledown. Je sais pas comment... J'ai hâte de voir l'adaptation, mais je crois que je vais préférer le tome, cette fois-ci, à la saison. Bon, là, j'ai géré la crise. Je sais plus trop ce que je disais, mais je voulais juste dire que j'aurais aimé ça, pouvoir découvrir l'identité de Lady Whistledown en même temps que le livre. Puis... j'ai hâte de voir la suite, comme vu que là, maintenant, tout le monde sait c'est qui. On se retrouve 23 août. Je pense commencer Héloïse ce soir. Je sais que quand j'ai fini Colin, j'ai dit « Ah, je vais lire 2 livres entre... » Finalement, j'en ai lu un. Ben, j'ai fini Préhistoire du Québec. Fait que je pense que je vais le commencer là. Je sais pas combien de temps je vais avoir pour le lire, mais je vais le continuer certainement au retour de la soirée, à moins que je revienne autour de minuit, mais je penserai pas. Bon, désolée pour tout ce bruit environnant, hein. Ça va être un vlog. Ça va être un vlog vraiment bruyant parce que c'est tourné ici et là dans des moments de vie. Et là, c'est ça. Je suis à côté de ma fille qui joue dans son tapis. Mais elle a fait une très longue sieste aujourd'hui, donc je suis rendue à la page 104 dans le livre, dans Héloïse en fait. Je l'ai commencé hier, j'ai lu le prologue seulement. Et là, j'ai lu du chapitre 1 à 6, je pense. Donc, voilà. Héloïse, c'est un... Je sais pas c'est quoi qu'on appelle ce genre de romance-là, mais c'est un peu comme un Mary Poppins, Nounou McPhee, même un peu genre la Mélodie du bonheur. Vous voyez le genre? Une personne qui arrive dans une maison avec des enfants super turbulents qui savent pas vraiment comment se comporter, un père qui sait pas vraiment comment élever des enfants et souvent veuf aussi. Et mais là, des fois dans ces affaires-là, par contre, il n'y a pas d'amour qui se passe, mais dans la Mélodie du bonheur, oui. Puis Philip Crane me faisait vraiment penser, justement, là, dans le prologue, il me faisait vraiment penser au Monsieur Von Trapp, là, dans la Mélodie du bonheur. La manière qu'il était décrit, tu sais, c'était un monsieur assez autoritaire, très solitaire, passionné par ses affaires. Tu sais, c'est sûr, Von Trapp, lui, c'est plus comme la stratégie militaire, me semble. Mais pour ce qui est de Philip Crane, c'est comme la botanique. Il tripe sur les fleurs, les plantes, je le comprends. Et là, il correspond depuis 1 an avec Héloïse Bridgerton parce que Héloïse, c'est la cousine de sa femme qui vient de décéder. Et puis, il trouve qu'elle a quand même une belle façon d'écrire, elle est intéressante. Ils ont comme une belle relation qui commence à s'installer dans le
par les lettres. Et à un moment donné, il envoie une lettre au moment où Colin fait la déclaration sur Madame Whistledown, Lady Whistledown, dans le 4e tome. À ce moment-là, elle quitte en catimini la fête pour se rendre chez Philip Crane. Fait qu'on dit, les deux histoires se chevauchent un peu, mais dans le temps. Mais là, c'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis, c'est ça. En fait, quand Héloïse, elle arrive là-bas, c'est parce qu'elle a reçu une lettre de Philip Crane qui lui disait « Et ce serait bien qu'on se rencontre après presque 1 an à échanger des lettres. Je serais intéressée à vous rencontrer et peut-être même à vous épouser. » Et là, Héloïse est comme « Ah ouais, moi qui a 28 ans, qui est rendue pas mal une vieille fille dans ce monde-là. Et je pense que ce serait peut-être intéressant d'aller le rencontrer, surtout qu'elle s'est comme fait un personnage dans sa tête avec tous leurs échanges. Puis elle arrive à cet endroit qui a l'air assez reculé quand même, là. C'est genre dans le fond de Gloucestershire. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais en tout cas, cet endroit, en Angleterre. Puis, c'est ça. Au bout de 100 pages, le livre en fait 360, c'est pas un gros tome, Philippe a l'air convaincu que Héloïse va faire le travail, qu'elle va combler le besoin qu'il a. Il a l'air assez intéressé, mais je parlerai pas d'amour. Tant pour ce qui est de Héloïse, par contre, elle est assez dubitative. Mais une affaire que je trouve plate dans ce tome-là, comme Héloïse, elle a fui la fête, puis qu'elle est comme chez Philip Crane dans un endroit reculé, c'est qu'on n'a aucun contact depuis... Là, je suis rendue quasiment au tiers du livre. Aucun contact avec les autres membres de la famille Bridgerton. Puis ça, je trouve ça plate parce que c'est pour ça qu'on lit le livre, là. C'est pas juste pour la romance, c'est aussi pour savoir un peu la dynamique familiale. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que je vais le lire. Ça se lit extrêmement bien, ce tome-là, vraiment, là. C'est très facile. Héloïse est intéressante, mais je trouve qu'elle a comme... Je sais pas comment dire, mais elle se distingue moins que Daphné dans les tomes, là, mettons. Je trouvais que Daphné, elle avait quand même un petit peu plus de caractère puis de personnalité. Héloïse, ce qu'on comprend, c'est que oui, elle est têtue, elle est jolie, elle est charmante, mais on dirait que je trouvais qu'on apprenait mieux à la connaître dans les tomes avant que dans son tome à elle. Fait qu'en tout cas, c'est à suivre, mais c'est ça. C'est mon avis pour l'instant. Probablement que je vais vous reparler quand je vais l'avoir terminé, parce que c'est ça, c'est un court tome, puis je crois que ça va me prendre encore peut-être 2 jours pour le finir. Mais ouais, à date, c'est bien. J'aime bien ça, cette trope-là de... genre la nounou, là. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est... Je sais pas, ça me parle. Même si Héloïse, c'est pas vraiment une nounou, parce que... c'est pas ça le rôle qu'elle s'en vient faire. Elle va quand même servir un peu de figure maternelle. Vraiment comme la Mélodie du bonheur. OK, on est rendu le 31. Oh, c'est bizarre la lumière. J'ai terminé Héloïse hier soir. Qu'est-ce que c'était pénible. Héloïse, là, j'ai pas tant aimé ça. Le personnage de Philippe, il est vraiment pas super attachant. Comme je comprends que t'as des traumas pis tout, là, mais... comme, je sais pas, je le trouve pas romantique, je le trouve pas charmant. Pis tu sais, pourquoi lire de la romance avec un des 2 personnages principaux qui est plate? Tu sais, il est vraiment pas très intéressant. Puis Héloïse, là, sérieux, je la trouve vraiment irresponsable. Tu sais, à part, elle s'en va, elle fuit sa famille pour rencontrer le gars. Puis là, finalement, elle se rend compte que, hey, il va falloir qu'elle l'épouse, finalement, parce qu'elle s'est comme compromis quand elle a quitté sa famille. Ben, je trouve ça... comme, je sais pas, là, on dirait que j'aurais préféré un autre type de romance ou... Tu sais, il était comme pogné à se marier, finalement, tant mieux, il s'aime, mais tu sais, faut qu'on se parle des scènes de sexualité dans les Bridgerton. Là, je suis comme un petit peu irritée parce que à chaque fois, là, ça fait 5 livres que je lis, et chaque fois, quand c'est leur première fois, ils savent même pas comment ça marche faire l'amour. Là, il n'y a aucune notion. Ils l'apprennent
3 heures avant que ça leur arrive. Ils savent même pas, genre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le gars est censé faire, qu'est-ce que la fille est censée faire. Mais à chaque fois, ils sont assez détendus pour avoir un orgasme. Moi, ça, je n'y crois pas. Puis c'est toujours des amants extraordinaires, là, tu sais. Ils sont toujours très habiles. Je m'excuse, là, mais Philippe, là, ça faisait 8 ans qu'il avait pas couché avec personne. Viens me faire croire que ce gars-là, là, il est capable de faire venir une fille en quelques minutes la première fois de sa vie. J'ai des forts doutes. Il va falloir vraiment que tu commences à utiliser les vrais termes, là. Au moins une fois pour décrire, là, parce qu'il appuyait sa virilité et dans sa féminité, il était chaude et moite, dans sa toison d'or. Genre, voyons donc, là. C'est plus malaisant pour moi de lire des affaires de même que si j'avais à lire le vrai mot. Comme, en fait, j'aurais aucun malaise à lire le vrai mot. Mais bon, je trouve juste que, tu sais, j'aimerais ça, je sais pas si dans les prochains tomes ça va s'améliorer les scènes de sexe, là, mais j'aimerais ça juste un petit peu plus de vraie vie, puis de maladresse, puis d'hésitation, puis que c'est pas grave que ça marche pas tout le temps, ou que ça soit pas comme l'extase à chaque fois, genre c'est parce que c'est pas vrai, genre. En plus, les filles, ils savent même pas, comme ils se sont jamais touchées, là, ils savent pas pantoute qu'est-ce qui va se passer, puis ils sont capables, même si c'est leur première fois puis que leur hymen brise, ils sont capables de jouir. Je sais pas. Je trouve ça vraiment difficile à gober. Puis là, je commence à avoir comme une espèce de petite écœurantite quand je vois la scène s'en venir. C'est ça. Aussi, ce que j'ai pas aimé dans le tome d'Héloïse, c'est qu'on voit pas les Bridgerton. Et ça s'appelle Bridgerton! Comme, j'aimerais ça. Tu sais, on a vu les gars, mais moi, je vous aime pas tant, les gars, là. Heureusement, mon préféré, c'est Bénédicte, et c'est celui qui est le plus présent dans le livre, avec sa femme, Sophie. Les pauvres vivent un petit malheur dans ce tome-là, mais tout finit bien, grâce à ce sacré Philip Crane. Aussi, il y avait 2 épilogues dans le tome d'Héloïse, et je dois dire que je m'en serais passée. Comme le premier épilogue qui nous dit qu'elle a des enfants puis comment qu'elle les a nommés, oh, c'est mignon. Les personnages d'enfants des Bridgerton m'intéressent plus ou moins. Fait que là, de savoir qu'est-ce qui arrive, eux, dans leur vie vraiment plus tard, c'est poche. Puis aussi, ça donne des spoilers sur... Ça disait, mes tantes ont marié respectivement un duc, un comte et un baron. Bon, ben, j'imagine que je le sais que Francesca va finir avec un comte, puis Hyacinthe va finir avec un baron. Comme j'aimerais préférer ne pas avoir ce spoilers. Genre, je m'en fous du titre, c'est pas si important, mais c'est juste comme... je veux pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines histoires, dans un épilogue d'un livre avant les prochaines histoires. Genre, je trouve ça... Ça m'a fâchée. J'ai mis 3 étoiles quand même, parce que ça reste... plaisant à lire, les Bridgerton, c'est facile, c'est un univers doudou pour moi, mais c'était vraiment pas mon préféré. Hello! Another day, another segment de vlog chaotique, là, je m'excuse, il y a du bruit, toutes sortes de bruit. Aujourd'hui, on est le 12 septembre. Je vais commencer Francesca de Bridgerton. Le tome 6, là, je sais pas besoin de dire toujours que c'est la saga des Bridgerton, c'est ça le thème du vlog. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe avec ça. Disons que le dernier tome d'Héloïse, là, j'en ai parlé, mais ça m'a un peu refroidi. Et puis, je trouve ça plate parce qu'ils nous ont vraiment spoilé plein d'affaires de la relation de Francesca, parce que on sait qu'elle a déjà été épouse de quelqu'un d'autre, elle est rendue veuve. Puis là, j'ai lu un peu la 4e de couverture de ce tome-là. Puis apparemment que l'histoire d'amour va se passer avec le meilleur ami de son défunt mari, qui a vraiment pris soin d'elle dans cette épreuve. Pas convaincue que ça va être un truc qui va tant me parler, là, l'espèce de... Ben, c'est un Friends to Lovers, j'imagine, mais tu sais, l'espèce de... Je t'ai aidé beaucoup dans des moments difficiles, alors je suis tombée en amour. Ça, je suis pas convaincue. Mais on va y donner une chance. Francesca, la membre du clan Bridgerton que je connais le moins, parce que même Grégory, on l'a vu un petit peu dans le roman de Héloïse. Fait que... hâte d'apprendre à connaître sa personnalité, parce que pour l'instant, elle me semble assez blend. Fait que je lis ça dans les prochains jours. On
se retrouve, on est rendu, je crois, oui, on est le 22 septembre. Je sais pas à quelle date j'ai commencé à lire Francesca, mais je sais que ça a été très long quand même pour la grosseur du livre. Je l'ai terminé hier, et là, bon, je vais faire ma toilette parce qu'aujourd'hui, on s'en va au spa. Bon, je sais pas, je l'ai fini hier, puis là, les 100 dernières pages, je les ai aimées, ok? C'était très spicy, ok? L'affaire, c'est qu'il fait 370 pages, les 250 premières pages, donc plus du 2/3 du livre, là, c'était plate! C'était vraiment ennuyant, là. Dans le fond, Francesca, au début, il y a comme une première partie où on la voit dans son premier mariage avec John. On apprend que c'était un mariage d'amour, qu'elle voulait avoir un enfant, que c'est ça, elle avait déménagé en Écosse, mais ça faisait vraiment son affaire parce que elle avait besoin d'un peu plus de calme puis de distance par rapport à sa famille. Elle entretenait une super relation avec le cousin de son mari parce que c'était comme des frères en fait, là, ils avaient été élevés ensemble, puis c'est ça, ils se voyaient vraiment fréquemment. Puis à la fin de cette première partie-là, son mari John meurt. Mais ça, on le savait parce qu'ils nous l'ont spoilé là, deux tombes, ok? Fait que, c'est ça, son mari meurt. Et puis là, la deuxième partie, c'est 4 ans plus tard, le cousin de John, qui s'appelle Michael, qui est le love interest dans cette histoire-là, ben, est parti aux Indes et va revenir, là. Pendant ces 4 années-là qu'on a skippé, ben, lui, il est en Inde. Puis là, il revient au début de la deuxième partie. Francesca, elle a eu le temps de faire son deuil, puis elle est rendue au bout où elle souhaite se remarier parce qu'elle aimerait vraiment avoir un enfant. Et ben, c'est pas vraiment possible, surtout pas à cette époque-là, d'en avoir un seul. C'est que la première partie, ça fait peut-être 50 pages. Fait que là, il y a comme un 200 pages où ils ne sont pas en amour. Ils sont pas en train de développer une relation, ils s'évitent. Puis Francesca, sérieux, je l'ai pas particulièrement aimée comme personnage. C'est pas, je la trouvais super froide. Genre, je comprends qu'elle a vraiment besoin d'indépendance et tout, que c'est quand même une femme forte, parce que toutes les filles Bridgerton sont dépeintes comme des femmes fortes. Sauf que je l'ai pas trouvée attachante. Puis Michael, ben, je l'imaginais vraiment comme un... Mais là, Occupation Double est commencé, là. Mais moi, dans ma tête, Michael ressemble à Michael. Okay? En plus, ça s'écrit pareil. Fait que je le trouvais vraiment comme imbu de lui-même. Puis ça m'a vraiment pas plu. Mais les 100 dernières pages, où est-ce qu'ils s'avouent leur attirance un pour l'autre, puis ils couchent ensemble à répétition, c'était chaud. Genre, je me le dis, c'était assez spicy, là. Et ça, j'ai aimé. Ça, c'était vraiment bon. C'était la force du roman. Ce qui fait que avant d'arriver là, je me disais, hey, ça, je pense que ça va être un 2 étoiles. Je l'aime vraiment pas, ce tome-là. Mais, à cause de la fin, j'ai envie de dire que c'était comme 3.5. Parce que ça a vraiment gagné. Mais tu sais, j'aurais vraiment pris un bon 100 pages de moins de focaillage, là. Puis de... je sais pas pourquoi il m'a répondu comme ça, alors je suis allée vivre chez ma mère pour l'après-midi parce que je sais pas pourquoi il est fâché. Puis là, en plus, il est tout le temps malade, le maudit Michael. En tout cas, je sais pas si je vais enchaîner avec un autre Bridgerton parce que ça fait comme 2 que je lis qui me plaisent moyen. Bon, on est le 27 septembre et hier soir, j'ai commencé Hyacinthe. Eh oui, j'ai lu à peu près 70 pages du livre. Il est vraiment court, 300 pages au total. Dans le fond, on suit Hyacinthe, qui est la dernière des 8 Bridgerton. Grégory est toujours pas marié, mais c'est la dernière fille à se marier. Puis, pas qu'elle fait la rencontre parce qu'elle connaissait déjà, mais son intérêt amoureux, c'est Gareth Sinclair. Pour les 70 premières pages, je peux pas vraiment dire où ça... Tu sais, je sais qu'ils vont finir ensemble, mais je peux pas vraiment définir leur type de relation, le trope là, amoureux. Mais bon, Gareth Sinclair, c'est un gars un fils un peu illégitime, mais et qui a une fortune, mais il sait pas si son père va vraiment lui léguer. Parce que c'est pas vraiment son père, finalement. Puis il a juste comme décidé de vivre sa vie comme il l'entend parce que son père a toujours été exécrable avec lui. Puis c'est ça, il l'a comme renié. Mais
là, depuis que son frère aîné est mort, ben là, il y a comme une espèce d'ambiguïté à savoir... Il y a comme l'impression que la vérité sur son statut va sortir au grand jour. Et lui, c'est le petit-fils de Lady Danbury. Donc, elle, c'est son préféré. Elle l'adore, Garrett. Elle le prend sous son aile. Et c'est ça. Hyacinthe, elle, est rendue à 22 ans. Puis, à tous les mardis, elle fait la lecture d'un chapitre d'un livre à Lady Danbury. Fait qu'elle croise de ce garçon. Fait que c'est à suivre. Mais pour l'instant, c'est correct. Mais je pense que je commence un peu à avoir fait le tour des Bridgerton, là, surtout comme en 2 mois, là, en avoir lu comme... Là, c'est mon 4e. C'est beaucoup. Mais probablement que je vais vous parler à la fin de ma lecture du roman, à moins qu'il y ait quelque chose d'incroyable à dire, mais j'ai pas l'impression. On est le 29 septembre. J'ai terminé hier Hyacinthe. J'ai vraiment aimé. Je l'ai lu rapidement quand même. Là. J'ai lu peut-être 70 pages la première journée, 30 pages la deuxième, puis la troisième journée, 200. Fait que, c'est ça, je l'ai lu rapidement. En fait, j'aime vraiment la relation entre Hyacinthe et Garrett. C'est super le fun. Genre, ils sont très complices. Tu sais, ils prennent... Il n'y a pas trop de niaisage de genre « Ah, j'aimerais ça qu'il me dise qu'il m'aime, mais... » Moi, je vais pas lui dire parce qu'il me l'a pas dit. Ça m'énerve. Parce que là, à force de lire des Bridgerton, je me rends compte que c'est souvent la même chose. Premièrement, la scène de sexe commence toujours de la même manière. Le gars pogne les seins de la fille. C'est toujours comme ça. Okay? Deuxièmement, c'est ça. Il y en a toujours un des deux il se passe quelque chose, puis il y a une réalisation que ce sera ma femme. Tu sais, comme toujours, c'est un déclic, là. La ligne avant, il n'y avait pas d'intérêt. La ligne après... ça va être sa femme. C'est toujours comme ça. Mais, au moins, avec Hyacinthe, il n'y a pas eu trop de jeu de chat et la souris, là, de genre... quand il a su ça, il l'a demandé en mariage le lendemain. C'est bien correct. Mais, ce qui était le meilleur dans ce livre-là, c'était tout le mystère autour de Isabella, la grand-mère de Garrett. Elle a laissé un journal intime en italien. Puis là, Hyacinthe, elle le traduit. Puis là, elle découvre que elle a laissé des diamants. Puis ça permettrait à Garrett de pas être endetté. Fait que là, ils vont comme essayer d'aller trouver les diamants. Puis en même temps, Garrett, ben c'est le fils illégitime du baron. Le livre, mais là, Hyacinthe, elle découvre c'est qui son vrai père. Fait que tout ça, c'est super intriguant. En 300 pages, là, j'ai préféré le petit mystère versus l'histoire d'amour. Mais l'histoire d'amour était vraiment intéressante aussi. C'était vraiment comme une belle complicité. Puis c'était plus naturel, mettons, que... Héloïse. Et voilà, j'ai vraiment aimé ça, Hyacinthe, c'était super. OK, on est rendu le 13 octobre et je m'apprête à commencer le 8e tome, Grégory. C'est le dernier tome officiel parce que celui qui va me rester après, ça va être... c'est comme des petites nouvelles, là. C'est un retour sur chacun des frères et sœurs des Bridgerton. Donc, Grégory, c'est quand même un gros tome. J'ai l'impression que c'est comme un chassé-croisé. Genre, il y en aime une, puis l'autre l'aime pas. Fait que là, il y en a une qui va l'aider, puis là, il va tomber en amour avec celle-là, finalement. Puis là, elle est promise à un autre. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est comme... il y en a eu aucun qui était... tu sais, qui avait plus qu'un prétendant possible. Fait que ça, c'est très intriguant. J'ai quand même hâte de voir. Tu sais, c'est l'espèce de triangle amoureux. Je pense que c'est ça, là, l'histoire de Grégory. Je suis rendue à environ la moitié de Grégory. Mon plan aujourd'hui, c'est de le finir. Donc, il me reste 200 pages à lire. Il faudrait que je fasse ça toute la journée, mais j'ai pas mal... Genre, ça devrait être possible parce que j'ai quelques petites affaires à faire, mais j'ai comme toute la semaine pour les faire. Fait que je pourrais vraiment prioriser cette lecture-là dans ma journée. Pour l'instant, c'est ça, je suis à la moitié. Je pense que je vais l'aimer, mais ce sera pas un coup de cœur. À moins que vraiment je sois surprise par la fin. Mais dans le fond, Grégory, c'est vraiment un romantique. Puis depuis toujours, il s'est dit que la femme de ses rêves, il croit au coup de foudre, là. Fait qu'il pense qu'il va avoir un coup de foudre, puis c'est celle qu'il va épouser. Puis ça lui arrive au début du roman. Mais cette fille-là est super indifférente parce que c'est comme la fille la plus populaire en ce moment. Puis elle a vraiment beaucoup de gars qui tombent en amour avec elle. Fait que ça la laisse très indifférente que les sentiments de Grégory.
Et c'est Hermione Watson et sa meilleure amie, Lucy, elle est à côté, puis elle est déjà promise à quelqu'un, fait que elle fait juste vraiment comme gérer tous les prospects de Hermione. Fait que Grégory va essayer de comme avoir l'attention d'Hermione, mais pour ça, il va se rapprocher un peu de Lucy pour apprendre à connaître la fille, parce que Hermione, elle donne zéro info. Puis ben, je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se développer plutôt entre Lucy et Grégory. Mais je dois dire, OK, là, je suis à la moitié. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Le bout où Grégory, Lucy et Kate, parce que l'histoire à la moitié sont toujours chez Anthony et Kate, là, à Aubrey Hall, parce qu'il y a comme un événement qui dure plusieurs jours, puis il y a plein de monde qui sont invités. Et j'ai aimé ça, quand ils sont partis chercher Hermione dans le manoir, là. Comme ils courent dans la nuit, puis là, ils vont à l'aile nord, l'aile est, l'aile ouest. J'ai trouvé ça super divertissant. J'ai vraiment trouvé ça bon. Eh bien, on est rendu le 19 octobre. Et puis, j'ai terminé Grégory hier. J'ai adoré. Il faut vraiment que je le dise, là. C'était un de mes tomes préférés. Premièrement, la protagoniste féminine, Lucy. Je l'ai trouvée vraiment le fun comme personnage. Genre, c'était un personnage vraiment plus complet que certains autres. Vraiment, là, Grégory, ça m'a fait penser au tome de Bénédicte. Genre, il y avait vraiment... Je trouve que Grégory et Bénédicte se ressemblent beaucoup. Sauf que Grégory a vraiment plus de... Il est plus téméraire, je pense. Puis il y a plus comme d'énergie, je sais pas comment dire, là, mais il est moins calme que Bénédicte. Puis c'est ça, Lucy et Sophie me faisaient vraiment penser... Ça ressemblait énormément comme protagoniste. Mais Lucy, elle avait aussi un peu plus de courage. Puis elle était très tourmentée aussi. Mais je sais pas, comme jusqu'à la fin... Excusez, je suis en train de faire les couches lavables. Fait que c'est jusqu'à la fin, j'étais au bout de ma chaise, je me disais, mais coudonc, comment ils vont faire pour être ensemble, là, tu sais, ils sont supposés finir ensemble, là, comment ils vont faire pour être ensemble, puis je pense que les 3 pages avant, on comprend comment ils vont faire, mais c'était bon, là, comparé, mettons, à Héloïse, qui est arrivée, puis on savait déjà qu'elle serait, tu sais, on savait déjà qu'ils seraient ensemble. L'obstacle, c'était juste la mauvaise humeur de Philippe. Là. J'ai vraiment préféré le tome de Grégory. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je vais enchaîner avec le dernier tome de la série. Il y a 9 nouvelles parce qu'il y en a une sur Violet. Fait que je me dis que je vais en lire 3 par jour. J'ai fini hier soir le dernier tome des Bridgerton. Donc, je l'ai terminé. J'en reviens pas. Tout comme un deuxième épilogue. Fait que souvent, c'était des trucs qui s'étaient passés, puis là, on voulait avoir une suite. C'était supposément, là, les lecteurs ils avaient demandé une suite. Il y en a vraiment que j'ai adoré et d'autres que j'étais comme, mais pourquoi je lis ça? Genre, je m'en fous tellement. Celle que j'ai beaucoup aimée, c'était Francesca. Ça parlait d'infertilité, puis en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Celle de Grégory aussi, j'ai pleuré à la fin. J'ai bien aimé celle de Violette aussi, parce que j'adore Violette Bridgerton. J'étais juste contente de la voir comme à différents moments de sa vie. Puis j'ai juste aimé cette espèce de grande scène finale avec tous les petits-enfants, ses enfants réunis au même endroit. Comme c'était satisfaisant, là. C'était ça que je voulais voir dans ce livre-là. C'était une genre de grosse réunion familiale, voir combien ils étaient rendus, qui étaient restés ensemble, puis tout. Puis en tout cas, c'était génial pour ça. Hyacinthe, c'était satisfaisant. Daphné, c'était satisfaisant. Colin, je dirais que c'était peut-être satisfaisant, mais pas nécessaire. Celle de Bénédicte, celle de Héloïse, premièrement, était déjà dans le tome que j'avais déjà lu. Fait que c'était impertinent. Bénédicte, sérieux, j'avais tellement aimé ce livre-là, puis là, ça parlait de comme la belle-sœur, la demi-sœur de Sophie. Genre, je m'en fous, là. Je m'en fous vraiment. Genre, je veux pas en entendre parler. Moi, je veux en entendre parler de Bénédicte et de Sophie.
Fait que ça, c'était un peu impertinent. Mais la pire d'entre toutes, c'était celle d'Anthony. C'est sérieux. 30 pages de leur joute de pâle-mal. Je m'en calisse. Je sais pas comment dire autrement, mais c'était très long. Fait que, voilà. J'ai envie, je pense, avant de conclure le vlog, je vais peut-être faire ça demain. J'ai envie de faire un classement de tous mes livres préférés, ben de l'ordre de mes tomes préférés. On se retrouve finalement pour ce dernier segment de vlog. Et comme j'avais dit hier, j'avais envie de classer les 9 tomes par ordre de préférence. Là, évidemment, il y en a que j'ai aimé pas mal de façon similaire ou pour différentes raisons, mais ils se retrouveraient en temps normal pas mal à la même chose. Ou si vous regardez sur Goodreads, j'ai mis 3 étoiles par exemple à 2 tomes, mais il y en a un que j'ai peut-être plus apprécié que l'autre. Fait que voilà, j'ai pas besoin de me justifier tant que ça, mais voilà, je vais vous faire un petit classement. Je dirais que mon tome favori des 9, celui que j'ai vraiment adoré de A à Z, je dirais que c'est Hyacinthe. Parce que Hyacinthe, c'est mon personnage préféré. Je trouve que c'est une fille vraiment cool. Elle parle plusieurs langues, elle est fonceuse, elle est fouineuse, elle est féministe. Elle se prend pas pour... en fait, elle prend pas non comme un échec. Genre, elle va vraiment... Je trouve que c'est un beau modèle, puis j'ai adoré suivre son histoire, surtout qu'il y avait comme quelque chose d'un petit peu mystère dedans. Puis j'ai aimé beaucoup son love interest aussi, qui était différent, qui était un peu moins conventionnel que les autres. Fait que vraiment, j'ai aimé ça. La seule chose que j'aurais reproché à ce tome-là, c'est que c'est le plus court de toutes. Mais Hyacinthe aurait mérité le plus gros, selon moi, parce que c'est le personnage le plus complexe de la famille. Deuxième position, je mettrais celui juste avant elle dans la fratrie, qui est Grégory, parce que j'ai aussi adoré ce tome-là et il se terminait avec un côté un peu thriller, policier. Fait que ça, j'ai aimé ça, qu'on sorte un petit peu de la romance, puis c'est ça, j'ai trouvé ça très bien. Puis j'ai aimé son love interest. Sa nouvelle dans le dernier tome me fait pleurer, vraiment, là, j'ai comme... C'est une nouvelle, là. Fait que, ça m'a fait encore plus apprécier ce couple-là de Grégory et Lucie. En troisième place, je pense que je mettrais Bénédicte parce que je m'attendais tellement pas à un spin-off de Cendrillon. Puis j'ai juste vraiment aimé ça. Je trouvais que leur relation d'amour était pas facile. Il y avait plein de non-dits. Il y avait beaucoup d'obstacles. Puis je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais je me rappelle que quand ils se sont embrassés pour la première fois, j'ai comme eu full d'émotions, puis j'étais comme oh mon Dieu, enfin! Puis là, j'avais l'impression que la romance fonctionnait, tu sais, que ça m'amenait là où ça devait aller. Donc, Bénédicte en troisième place. Quatrième place, Colin, parce que Colin, je l'aime moyen comme personnage. Là, on dit qu'il est très charmant, mais moi, j'ai pas été particulièrement charmée. Mais juste pour toute la conclusion de Lady Whistledown, c'était du bonbon. Juste pour avoir un tome avec Pénélope, ça se mérite quand même quatrième place. Cinquième place, je vais dire Daphné parce que c'est un personnage que j'ai aimé. Elle est vraiment très distinguée. Puis en même temps, tout ce qui était l'aspect sexualité, tu sais, qu'elle savait pas prendre tout dans quoi elle se lançait, ça, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant. Par contre, elle a quand même agressé son mari, il a pardonné et tout. Ça, c'est non. Fait que c'est en cinquième place. Sixième tome que j'ai aimé, là je suis rendue peut-être dans des 3 étoiles, je dirais que c'est le dernier tome, 10 années plus tard. Très inégal, il y a des nouvelles que j'ai adorées, d'autres qui m'ont laissé un peu sur ma faim, comme je trouvais ça un peu impertinent, puis d'autres que j'étais comme mais pourquoi consacrer une nouvelle à ces personnages secondaires-là, mais comme pas, c'est pas juste des personnages secondaires, c'est des personnages très secondaires. En septième position, je vais être obligée de mettre Anthony, parce que Anthony me dérange, je l'aime vraiment pas comme personnage, je le trouve trop agressif, trop... je comprends là, qu'il y a de la pression de sa famille, puis c'est l'aîné et tout, mais je trouve que sa relation aussi avec Kate, c'est pas juste de la taquinerie, je trouve qu'ils sont un petit peu trop intenses. Genre, ils font juste me taper sur les nerfs. J'aime pas tant cette dynamique-là de couple là, à suivre, ennemi.
puis on s'achale, puis on se taquine, là, c'est moins mon trip. Ensuite, en 8e place, je vais mettre Francesca parce que on s'en fout de Francesca, elle est jamais là, elle veut s'éloigner de la famille, on les voyait presque pas dans son tombe. C'est ça. La seule chose qui était intéressante dans Francesca, c'était les scènes de sexualité. Mais honnêtement, ils sont toutes très similaires de tombe en tombe. Fait que peut-être que celle-là était un petit peu mieux écrite, c'est pour ça que je m'en rappelle plus. Mais j'ai vraiment trouvé ça un peu ennuyant. Et le dernier tome, c'est définitivement Héloïse. Héloïse, je la tenais en haute estime, je la trouvais très cool comme personnage, je trouvais qu'elle avait vraiment beaucoup de sass, très curieuse, très intelligente, puis dans son tome, on dirait que c'est complètement le contraire de ça, je la trouve niaiseuse, je trouve qu'elle est imprudente, on voit jamais ou presque pas la famille Bridgerton, puis ça s'appelle la chronique des Bridgerton, tu sais, j'ai envie de voir la famille. Puis son love interest détestable, les enfants sont pas attachants, ben à la fin un peu là, mais c'est vraiment comme j'ai détesté ce tome-là, ça m'a pris tellement de temps à lire aussi pour la grosseur que ça a. Fait que bref, dernier tome, Héloïse. Donc c'est ça qui conclut ma saga avec la saga des Bridgerton. Je suis quand même vraiment contente d'avoir fait cette lecture-là en 2022. Ça va définitivement être quelque chose qui a marqué mon année. Et ben j'espère que vous avez aimé ce vlog-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je pense que j'aime quand même le format de vlog lecture thématique. J'ai peut-être envie de en faire plus souvent en 2023. Fait que dites-moi si c'est un format que vous appréciez dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!